Bonsoir, 5 questions à Jean-Pierre Philibert, le président de la FEDOM, qui est la Fédération des entreprises d'outre-mer. Monsieur Jean-Pierre Philibert, merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette deuxième émission. Alors, cette association, je crois savoir qu'elle est née en 1986. Avec qui et pourquoi? Alors, elle est née, d'abord, je salue tous les personnes qui nous regardent, les téléspectateurs. Elle est née en 1986, au moment de la loi Pons. La loi Pons, qui était en fait dans la loi de finances, un amendement à la loi de finances qui avait instauré la défiscalisation. Et elle est née au départ, créée par les entreprises des départements d'outre-mer, essentiellement les Antillais au départ, et notamment plus spécifiquement les Martiniquais, auxquels naturellement se sont allés rapidement les Réunionnais, les Guadeloupéens et les Guyanais. Et elle est née sur la défense d'un mode d'investissement qui était à l'époque novateur, il l'est resté longtemps. Voilà, et elle a eu comme premier président un homme qui était un préfet, le préfet de la région de Paris-Île-de-France, Lucien Vauchel, qui avait été préfet à plusieurs reprises, ou en tout cas qui avait exercé une carrière dans l'administration préfectorale outre-mer, qui connaissait bien l'outre-mer, connaissait bien ses élus et qui connaissait bien naturellement les problématiques des entreprises. Comment elle a évolué, cette association? Je crois qu'elle n'a plus rien à voir avec celle de 1986. D'abord parce que géographiquement, nous sommes aujourd'hui présents sur tous les territoires ultramarins, de Saint-Pierre-et-Miquelon en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie. Deuxièmement parce que, alors qu'au départ elle était purement une structure de lobbying, n'ayons pas peur des mots, elle s'est, essentiellement à l'initiative de mon prédécesseur, le président Guy Dupont, et avec deux délégués généraux, Alain Viennet et Annie Yasnogorodsky, très professionnalisés. Ce que nous voulons, ce que nous avons voulu faire de la FEDOM, c'est non pas une association dans un jeu un peu politique, à qu'à faucon, donnez-nous des sous, etc., mais en faire une vraie force de proposition. Ce qui manque le plus à l'outre-mer, nous y reviendrons peut-être, c'est peut-être d'avoir ce temps de réflexion d'avance, ce temps de proposition, ce temps parfois où l'on a, parce qu'on met des chiffres sur la table, on contrecarre ceux de Bercy. Donc voilà, une fédération, une organisation professionnelle géographiquement très large, avec une représentativité grande, car nous représentons tout le monde. Nous avons les MEDEF, nous avons beaucoup de CGPME, des chambres de commerce et d'industrie, des entreprises. Voilà, nous sommes la voie économique de l'outre-mer. L'année 2013 vient de s'achever. Quels sont les dossiers sur lesquels la FEDOM s'est arrêtée? Alors naturellement, le dossier qui pour nous a été le plus important était le dossier de la défiscalisation et plus particulièrement de la défense, de la défiscalisation au moins pour les plus petites entreprises, celles qui constituent le tissu économique que vous connaissez toutes et tous, parce qu'elles sont dans vos quartiers, dans vos secteurs, dans vos villes, le cœur économique de nos territoires. Ça a été compliqué, le ministre a lancé une concertation de 3 mois, nous avons été une vraie force de proposition, je crois qu'on a été à la manœuvre, si vous me passez cette expression, et on a abouti à un compromis qui n'est jamais totalement satisfaisant. En tout cas, on a préservé la défiscalisation pour les petites entreprises. Pour les grandes, c'est autre chose. Nous avons, vous le savez, des soucis sur la mise en place du crédit d'impôt. Enfin, nous rentrons dans une expérimentation de 3 ans et nous avons demandé au gouvernement et au ministre que l'on n'attende pas les 3 ans si on se rend compte qu'on va dans le mur parce que le nouveau dispositif ne fonctionne pas. Un métier avec plus d'encadrement? Alors, une défiscalisation, vous avez raison, dont nous avons toujours dit qu'il fallait plus l'encadrer, mieux l'encadrer et la moraliser. Alors, la moralisation avait déjà été commencée sous d'autres gouvernements. Celui-là a achevé aujourd'hui un dispositif qui, je crois, il ne faut jamais, sous peine d'être contredit parfois par les faits, mais enfin, en tout cas aujourd'hui, nous avons un dispositif dont personne ne peut dire qu'il n'est opaque et qui pourrait engendrer des dérives comme on a pu le connaître dans le passé. En tout cas, l'administration aura tous les moyens pour faire face, si tel devait être le cas, à ceux qui contreviennent à la loi. Donc ça, c'était notre premier gros dossier. Nous en avons un second qui n'est pas terminé, qui a débuté en fin d'année dernière, c'est naturellement le chantier du tourisme. Nous avons été appelés à dire, au moment de la loi, de Topresa, de ce grand salon touristique, que nous faisions à la FEDOM du secteur tourisme un secteur pour nous privilégié et un de nos grands chantiers. Dans la foulée, le gouvernement a demandé à Mme Pinel, la ministre du Commerce et du Tourisme, de faire un rapport sur les perspectives du tourisme pour l'emploi.
J'ai regretté qu'il n'y ait aucun professionnel d'outre-mer qui ait été auditionné ou qui ne soit dans ce comité, mais j'ai obtenu de la ministre que ces assises du tourisme soient déclinées dans tous les territoires d'outre-mer et nous espérons que tous nos adhérents, se mobilisant, on arrivera à trouver des solutions pour être un peu plus compétitifs. Compétitivité, troisième grand chantier. Alors, ce n'est pas un chantier, ou c'est un chantier de fin d'année 2013, mais ce sera notre grand chantier de 2014. Nous avons déploré dans la loi de finances qu'on nous rogne une partie des exonérations de charges dont nous bénéficions, dont nos entreprises bénéficient. Autant vous dire que j'ai été un président heureux quand j'ai entendu le président de la République, moins d'un mois plus tard, dire qu'il faudrait baisser les charges. On aurait pu commencer d'abord par ne pas les augmenter. En tout cas, c'est un chantier dans lequel j'ai dit que nous prendrions notre place. Nous allons nous engager parce que tout le monde comprenne bien, et vos téléspectateurs le savent mieux que quiconque, notre problème de compétitivité pour nos entreprises ultramarines est encore plus aigu que pour les entreprises métropolitaines. Nos concurrents ne sont pas les entreprises espagnoles, les entreprises allemandes, les entreprises anglaises ou italiennes. Nos concurrents, ce sont notamment dans le secteur du tourisme, c'est Maurice pour le secteur de la ou les Seychelles pour la Réunion, c'est naturellement toutes les îles des Antilles britanniques et au-delà d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud. On est donc dans des concurrents qui sont des concurrents, chacun le sait, à bas salaire, à coût de compétitivité, enfin compétitivité beaucoup plus forte que la nôtre. C'est un vrai chantier. Et puis, le dernier que nous avons initié l'année dernière et qui me préoccupe beaucoup, c'est le chantier du secteur du bâtiment. Je le dis aujourd'hui avec beaucoup de gravité, le bâtiment et les travaux publics, mais essentiellement le secteur du bâtiment est aujourd'hui sinistré outre-mer. On a des chiffres terrifiants. À La Réunion, par exemple, on a perdu à peu près la moitié des emplois que nous avions dans le secteur du bâtiment, et ce en quelques années. Alors, la cause en est connue, il n'y a plus de défiscalisation sur le logement libre, notamment, sur le logement intermédiaire, c'est extrêmement compliqué, et heureusement qu'il y a le logement social pour faire vivre nos entreprises du bâtiment. Donc nous avons besoin d'un dispositif spécifique. Peut-être le verrons-nous dans le cadre de la loi sur la compétitivité, en tout cas je le porterai auprès du gouvernement. Nous avons besoin d'une adaptation du DUFLO, du dispositif dit DUFLO Outre-mer, qui soit un peu plus performant, parce que véritablement le secteur du bâtiment, qui était essentiel à nos Outre-mer, s'il ne fonctionne pas sur l'année 2014, il n'y aura pas de reprise. On le voit, la FEDOM a un œil, presque envie de dire, rivé sur l'économie des Outre-mer. Quelle analyse faites-vous globalement sur la situation de ces régions aujourd'hui? Alors, j'ai souvent l'occasion de dire que si on devait avoir, en termes de chômage, une projection du nombre de chômeurs que nous avons outre-mer en France métropolitaine, nous serions à plus de 10 millions de chômeurs en France métropolitaine, ce serait la révolution. Cela montre que nous avons une situation qui est extrêmement compliquée parce que nous créons des emplois. Je regardais hier encore les chiffres de la Guyane. La Guyane a un taux de croissance entre 3,5 et 4%, elle crée des emplois. Elle n'en crée pas suffisamment compte tenu de son dynamisme démographique pour qu'aujourd'hui on donne de l'emploi et notamment à nos jeunes les plus qualifiés. C'est aussi vrai à La Réunion. Vous le savez, le taux de chômage des jeunes est extrêmement important. En Martinique et en Guadeloupe, le problème est aussi crucial, mais là, nous ne sommes pas. C'est un autre danger. Nous ne sommes pas dans une croissance démographique importante, puisqu'au contraire, vous savez que nous commençons à perdre des habitants. La Martinique va passer en dessous des 400 000 habitants. La Guadeloupe, vraisemblablement, va lui emboîter le pas. Donc c'est de nature un petit peu différente. Notre vraie difficulté aujourd'hui pour la situation économique des Outre-mer, c'est cette espèce de fatalité qui pèse sur nos jeunes les mieux formés. Voyez-vous, M. Cessé, moi, une société qui n'est pas capable de fournir du travail à ceux de ces jeunes les mieux formés, ceux qui ont fait l'effort de rester dans le système scolaire, qui après ont fait l'effort, et Dieu sait que ça coûte de l'argent aux familles, ceux qui nous entendent le savent bien, d'aller dans un système supérieur, de passer des BTS, d'aller en faculté, d'aller à l'université, de ne pas trouver d'emploi sur place correspondant à ces formations professionnelles, à cette formation-là, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable sur le long terme. Donc nous avons une responsabilité partagée avec le gouvernement, mais que le gouvernement sache que nous ne serons pas comptables d'être son aiguillon, mais aussi de l'accompagner dans cette démarche-là. Il faut faire de nos Outre-mer des territoires d'excellence. 2 hommes sur 3 vivent aujourd'hui dans des environnements tropicaux, équatoriaux, etc.
on doit faire de nos outre-mer j'allais dire, des points de départ, de conquête de ces marchés dans tous ces pays. Une grande entreprise internationale me disait un jour, j'ai mon laboratoire de tropicalisation des produits en région parisienne. Je suis obligé de créer en région parisienne les conditions de chaleur, d'humidité, etc., qu'on peut retrouver sous nos tropiques. La question est évidente. Pourquoi ne l'installez-vous pas outre-mer? Alors ensuite, à nous de voir comment intégrer, comment peut-on accueillir ce secteur-là, notamment tout ce qui peut se faire autour du maritime. Enfin, vous voyez qu'on a un certain nombre de chantiers, et c'est comme ça qu'on s'en sortira. L'annonce faite pour le président de la République, François Hollande, d'améliorer le système des emplois d'avenir, une réaction? Je ne veux pas être désagréable. Il n'y a de développement économique, qu'on le comprenne bien, que par l'entreprise privée. L'emploi d'avenir, c'est un emploi qui est indispensable pour passer une période, pour passer un moment, pour passer un cap. Moi, je préfère que des jeunes soient naturellement, trouvent un emploi dit d'avenir, plutôt que de traîner dans les rues à ne rien faire. C'est clair. Mais chacun sait qu'à un moment donné, ces emplois ne sont pas des emplois pérennes. Ce qui est l'emploi pérenne, et ce qui peut tirer nos outre-mer, encore une fois, et nos territoires dans une dynamique de croissance et une dynamique de création de richesse, c'est le secteur privé. C'est pour ça que je dis, l'emploi d'avenir, très bien, mais c'est pour moi, ça ne peut pas et ça ne doit pas caractériser une politique économique pour l'outre-mer. Au moment où nous réalisons cette interview, les 5 départements d'outre-mer vivent une situation de crise avec la fermeture de l'ensemble des stations d'essence. Qu'en pensez-vous du décret Lurel sur les carburants et du comportement et des pétroliers et des gérants de stations? Une question très délicate, mais je ne veux pas me défiler. D'abord, je le dis pour Victorin Lurel et je le dis également pour tous les acteurs de la filière, on gagne toujours à dialoguer et avoir un vrai dialogue. Si à un moment donné, les uns sentent que l'autre partie veut passer en force, ou si inversement, l'autre partie considère qu'on ne vient pas avec de bonnes intentions dans cette négociation, ça ne fonctionnera pas. Donc moi, je souhaite véritablement qu'il y ait un vrai dialogue. Les uns et les autres en sont capables, ils l'ont prouvé. Le ministre est un homme de dialogue, les organisations professionnelles le sont également. Voilà, on est dans un point dur. J'espère que ce n'est qu'un point dur de négociation et qu'ensuite on va naturellement déboucher. Mais je voudrais, et là l'attention du gouvernement et de Victorin Lurel, qu'il sait, j'ai une position qui n'a pas varié là-dessus, l'économie administrée, ça ne marche pas. Je crois que la loi de régulation économique, qui était la première loi emblématique du gouvernement, et qui était une loi destinée à faire baisser les prix, une loi à lutter contre la vie chère. Lutter contre la vie chère, c'est un objectif commun. Mais on ne lutte pas contre la vie chère par décret, par arrêté ou par la loi. On lutte contre la vie chère parce qu'on va essayer d'organiser des filières. Ça, c'est notre responsabilité de production locale qui permettront de plus en plus d'avoir une autonomie pour nos territoires. On lutte contre la vie chère en évitant des phénomènes de discrimination entre la production produite en métropole et importée outre-mer, on l'a vu sur les dates limites de consommation, etc. etc. C'est un ensemble de choses. J'ajoute un dernier point. Il y a des monopoles, tout le monde dit que ce sont les monopoles qui provoquent la vie chère. Il y a deux types de monopoles. Il y a ceux qui se sont constitués parce qu'on a évincé les concurrents. Et puis il y en a d'autres. Et malheureusement, sur les carburants, on est dans ce domaine-là. Ou si on est en situation de monopole, c'est qu'il n'y a pas place pour deux entreprises. La Sara, on n'a jamais empêché une autre raffinerie de venir s'installer. Pourquoi une autre raffinerie ne s'installe pas? C'est bien que, par définition, le marché est un marché trop étroit et qu'il n'y a pas de place pour deux. Alors, la Sara est une grande entreprise. Je l'ai visitée, ce sont des gens responsables, les pétroliers sont des gens responsables. Le ministre est un homme responsable. Nous sommes attachés outre-mer à un mode de distribution des carburants par l'intermédiaire de stations où l'on a un vrai service et qui sont pourvoyeuses d'emplois. Je ne peux pas croire qu'on aille vers une situation de blocage. Et je dis alors à ce moment-là à nos amis entrepreneurs, à nos amis les gérants des stations-service, ce que nous reprochons aux organisations syndicales de salariés parfois, c'est-à-dire de prendre en otage l'économie, d'aller bloquer les hôtels, d'aller bloquer les usines, d'aller bloquer le port ou les ports, avec les conséquences que l'on a pour notre économie, eh bien je dis la même chose pour les stations-service.
le blocage des stations-service, avec les conséquences pour l'économie, ça n'est pas un bon signal et ça n'est pas comme ça qu'on doit pratiquer le dialogue social et la négociation. Alors, d'après certaines indiscrétions, il semblerait que la FEDOM souhaite l'établissement de zones franches totales, l'outre-mer. Peut-être une annonce qui sera faite au niveau de la prochaine Assemblée générale qui aura lieu fin février aussi, il faut préciser à nos téléspectateurs. Moi, vous êtes bien informés. On va en débattre. Le ministre a annoncé qu'il était demandeur d'idées pour le modèle économique de l'outre-mer. Nous avons dit, dans un point de presse récent où vous étiez, qu'aujourd'hui, j'allais dire d'emplâtre en emplâtre, de petits pansements en petits pansements, de petites coupures en gros rognages, etc., ça ne fonctionnait pas. J'ai l'impression que je ne vais pas reprendre devant vous, en disant qu'en fait, l'outre-mer, il fallait de temps en temps, il faudrait surtout qu'on change de moteur. Au lieu d'avoir un moteur de pétrolette, qu'on mette peut-être un moteur de plus grosse cylindrée, qu'on ait du courage. C'est pas facile, parce qu'il faut du courage vis-à-vis de l'Hexagone pour dire et assumer que l'outre-mer est une chance pour la France. Et que si c'est une chance pour la France, et non pas une charge, il va falloir, ce que nous faisons, chef d'entreprise, un investissement. Donc dépenser un peu d'argent pour que ça fonctionne. Mais il ne faut pas y aller à reculons. Il ne faut pas y aller à reculons. L'outre-mer ne mérite pas des mesurettes. Donc elle mérite du courage politique, elle mérite qu'on change de modèle, qu'on change de moteur, et le dynamisme des ultramarins fera le reste. Vous savez, ce qui me heurte le plus, c'est l'image qu'a l'outre-mer dans nos bonnes consciences parfois métropolitaines. Savoir que, naturellement, une bande de gens qui attendent que les revenus de redistribution, d'assistance, etc. arrivent. C'est faux. Il y a un dynamisme outre-mer extraordinaire. Le nombre de fois où j'ai des chefs d'entreprise qui m'ont dit, vous savez, on est comme un poisson dans un bocal, on a des petits territoires, des petits marchés, on voudrait tellement pouvoir se développer, tellement aller au-delà de nos frontières. Ce qui pose le problème d'ailleurs des débats que nous avons avec Serge de Tumy, qui est en charge d'une réflexion là-dessus, le problème des normes, de l'adaptation des normes régionales pour favoriser ces marchés. Donc il y a du dynamisme ultramarin. Je voudrais qu'on ne retrouve pas toujours l'outre-mer en disant « Ah oui, elle existe parce qu'il y a 5 ou 6 joueurs ultramarins dans l'équipe de handball, qu'il y avait 5 ou 6 joueurs dans l'équipe de basket-ball, magnifiques équipes, championnes d'Europe, et qu'on dise « Ah oui, on a nos ultramarins. » L'outre-mer, c'est autre chose. Et je voudrais vraiment qu'on n'y aille pas petit bras, qu'on n'y aille pas presque avec mauvaise conscience. Il faut y aller courageusement en disant voilà, c'est une politique, elle est volontariste, on va dépenser un peu d'argent, mais c'est la condition de la réussite. Voilà, cette séquence de 5 questions, on va toucher à sa fin. 2 mots tout de même sur ce bulletin qui est publié chaque semaine, et puis sur cette assemblée générale qui va se dérouler fin février. Alors le bulletin, vous l'avez parlé de la lettre hebdomadaire de la FEDOM. Alors c'est un gros travail pour une petite équipe à Paris, et ce qui me permet vraiment de remercier les collaborateurs de la FEDOM, et notamment Samir Benat-Karam et Annie Yasnogorodsky, qui sont les chevilles ouvrières de cette publication. Nous voulons faire en sorte qu'aucun de nos adhérents, et en plus c'est une lettre qui est très largement dupliquée, elle est reprise parfois, très souvent dans la presse d'ailleurs, dans toutes les presses. Je suis très heureux quand Antilla publie des extraits de notre éditorial, France Antilles ou d'autres, que sais-je encore. C'est un gros travail. Mais nous voulons qu'aucun de nos adhérents, aucune entreprise d'outre-mer n'ignore ce qui se passe dans l'outre-mer, les textes qui la concernent. Donc c'est plus qu'une note d'information, c'est vraiment, nous prenons des positions, c'est parfois compliqué. Quand on prend des positions, on a parfois des retours de bâton, des gens qui nous disent « je voudrais que vous expliquiez pourquoi vous avez dit ça », etc. Mais c'est un choix assumé, nous sommes transparents, nous avançons, nous sommes le patronat, je préfère l'entrepreneuriat d'ailleurs, je trouve le terme plus joli, entrepreneur, c'est un beau mot entrepreneur, celui qui entreprend. L'entrepreneuriat des pays, des territoires d'outre-mer, du Pacifique aux Antilles, en passant par l'océan Indien, et donc nous avons ce travail à faire. Et puis, naturellement, le deuxième point, on ne communique pas pour communiquer, monsieur Cessé. Mon prédécesseur avait coutume de dire, et je reprends souvent cette phrase à mon compte, il faut d'abord qu'on soit bien dans notre tête, nous, qu'on sache où on veut aller, qu'on sache ce que l'on veut, et ensuite on fera de la communication. Sinon la communication en elle-même, c'est comme une poule qui bat des ailes, ça ne va pas la faire voler. Donc on a
on veut être une force de proposition et de contre-proposition. Et je vais, dans quelques jours, annoncer la mise en place de notre Assemblée générale, où nous parlerons de la zone franche. J'évite pas la question, mais on en débattra, parce que ça, c'est un changement de moteur, c'est pour le coup. On va débattre également de la mise en place d'un conseil scientifique de la FEDOM, où toutes les bonnes volontés sont naturellement, qui sera animé par mon prédécesseur Guy Dupont et Mme Jasnogorski. C'est alors, si on dit ça un think tank, ou je sais pas, toutes les bonnes volontés sont là pour dire, au fond, notre contribution, non pas à l'outre-mer de 2014, on y est déjà, mais l'outre-mer de 2020, 2030, 2040. Vous savez, je ne sais pas si c'est un mot de conclusion, parce que c'était un chef militaire, et je ne suis pas un général à la tête d'une armée, en tout cas elle n'est pas très grande, mais qui disait à ses troupes, le passé est soldé, le présent nous échappe, soyons à l'avenir. Moi je veux une fédération, et c'est cette fierté, parce que je crois que c'est un état d'esprit partagé par les entrepreneurs ultramarins, qui se veut une fédération, une organisation projetée dans le futur. Cette réflexion, on ne l'amènera pas seule, on l'amènera avec le gouvernement, on l'amènera avec les élus, on l'amènera avec les fédérations, avec les associations, les organisations, ceux qui voudront bien y participer. Mais je crois voilà, qu'il faut qu'on commence à... Il est grand temps qu'on aille de l'avant. Fin de nos questions à Jean-Pierre Philibert. Selon la formule, je vous laisse le soin librement d'aborder un sujet. Écoutez, je crois que quand j'ai parlé de changement de moteur, je crois que c'est ça. Il y a un deuxième sujet qui me tient à cœur. Je voudrais bien que nos compatriotes métropolitains jettent un autre regard sur l'outre-mer. On a eu pendant longtemps un regard qui était un peu paternaliste sur l'outre-mer. On aimait l'outre-mer parce que, bon, voilà, pour faire simple, il y avait du soleil, il y avait du rhum, il y avait des cocotiers. C'est pas ça l'outre-mer. Je l'ai dit un peu tout à l'heure. Nous avons dans un domaine, le président de la République l'a abordé l'autre jour, si nous sommes la deuxième puissance maritime au monde, c'est, surtout après les accords de Montego Bay et l'extension du plateau continental, c'est grâce à nos outre-mer. Les énergies, ce que nous pouvons tirer de la mer, notamment dans le respect naturellement de l'environnement, mais dans la production d'énergie, la climatisation, des projets comme le projet SWAG qui permet d'aller conditionner, faire de l'air conditionné, fabriquer l'air conditionné à partir du différentiel de température de l'eau de mer. C'est un formidable vecteur de développement de nos outre-mer. Et moi, je forme le vœu que dans quelques années, vous me reposiez une question en me disant, M. Vert, comment pourrait-on faire pour non seulement éviter que nos jeunes, ils restent maintenant nos jeunes les mieux formés, mais comment on pourrait attirer des jeunes d'ailleurs pour venir travailler chez nous, parce que c'est là où ça se passe. Vous savez, je le dis devant nos compatriotes ultramarins, nous avons une chance formidable. Pendant longtemps, on nous a dit, vous êtes loin de l'Europe, vous êtes loin de Paris, donc vous êtes un peu loin du pouvoir. Et c'est pas bien. Et si demain, cet éloignement était une chance, parce que nous sommes au cœur des endroits où ça se passe, au cœur de l'océan Indien, sur le grand grand trafic commercial Asie-Amérique, dans la Caraïbe, ouverture de la 4e écluse du canal de Panama, l'arrivée dans les grands pays émergents du Brésil, l'Amérique centrale, etc. Nous sommes au cœur de cette zone. Et nous sommes également dans le Pacifique, au cœur naturellement de la grande liaison, également qui se fait alors, sur l'autre côte des États-Unis. Et c'est ça qui est important. Et même Saint-Pierre-et-Miquelon, que je ne voudrais pas oublier, au cœur, dans un dispositif, dans un emplacement idéal dans le Nord Atlantique. Voilà. Donc nous avons cette chance, nous avons cette opportunité que nos amis métropolitains nous fassent confiance. Nous avons en nous la capacité, nous avons le potentiel, nous avons l'énergie. Il nous manque un peu le nerf de la guerre. Quand nous aurons le nerf de la guerre, qu'on nous fasse confiance, je crois qu'on y arrivera. Merci à vous Jean-Pierre Philibert. Je rappelle que vous êtes le président de la FEDOM.